Bien, mesdames, messieurs, je vous propose que nous entamions le dernier des conseils municipaux de cette mandature. Alors, auparavant, je vais donner les excusés qui donnent pouvoir. Donc, Stéphanie Fritz donne pouvoir à Marianne Jean-Didier. Anne-Marie Michneau, que nous n'aurons pas en direct aujourd'hui, du Burkina, me donne pouvoir. Marianne Gantier donne pouvoir à Véronique Clémenceau et Noël Bayot donne pouvoir à Janine Provost. Je vais vous lire une lettre de remerciement. Vous vous souvenez que nous avions aidé la commune du Teil qui avait subi un séisme d'une magnitude de 5 sur l'échelle de Richter. Et le maire a souhaité nous remercier. Il nous rappelle que c'était un miracle qu'il n'y ait pas eu à déplorer de victimes. Pour autant, la ville a été très fortement endommagée. Nombre d'habitants ne pourront retourner chez eux et les traumatismes sont immenses. À ce jour, 2600 personnes ont déclaré un sinistre, soit un tiers de la population. 2321 pompiers ont été mobilisés, 1730 interventions ont été réalisées, 780 arrêtés de mise en péril ont été pris. 60 entreprises ont été impactées, près de 2000 personnes ont été délogées et de nombreux édifices publics sont détruits ou fortement endommagés. 5 écoles, un collège, 2 lycées, 2 églises, de nombreuses voiries et une partie de l'hôtel de ville. L'heure est encore au relogement et à l'accompagnement des sinistrés. Avant d'entamer la reconstruction de notre ville, la tâche est immense, mais nous sommes portés par un incroyable élan de solidarité. Votre témoignage m'a, à cet égard, particulièrement touché et votre don de 5 000 €, c'est ce qu'avait fait la ville, contribuera à rebâtir notre commune tant aimée. Au nom de l'ensemble des élus communaux et des TIOA, Monsieur le maire, je vous en remercie chaleureusement avec toute ma gratitude. Voilà. Bien. Donc, mesdames, messieurs, chers collègues, aujourd'hui encore, nous sommes dans une configuration Covid. Certes, nous sommes tous, quasiment tous, en présentiel, mais sans public, et dans un lieu différent de la salle habituelle de l'hôtel de ville. Et pour qu'il en soit ainsi, il fallait que nous ayons l'accord de la sous-préfecture, ce que nous avons bien évidemment obtenu. Et pour que cette réunion soit quand même publique, nous avons travaillé comme la dernière fois, en espérant que le son sera mieux reçu chez les personnes qui regardent sur Facebook. Donc c'est le service communication avec la Charente Libre qui ont travaillé pour que les Cognacaises et les Cognaçais puissent être présents de cette façon dans notre dernier conseil municipal. Alors nous avons essayé d'améliorer la qualité sans accroître le coût. Alors bien sûr c'est perfectible, mais je pense que nous pourrions être dans la même configuration le 4 juillet pour celles et ceux qui seront là, puisque je ne pense pas qu'à ce moment-là les conditions de rapprochement seront telles que la réunion pourra se tenir dans la salle du conseil municipal. Voilà ce que je pouvais vous dire. Avant de rentrer dans l'ordre du jour du Conseil, je voudrais commencer par 2 mauvaises nouvelles qui montrent que le monde d'après n'est pas sensiblement différent du monde d'avant. La première concerne la suppression d'une classe à Pierre et Marie Curie, à laquelle il faut ajouter la suppression d'un poste plus de maîtres que de classe, et j'ajoute aussi la classe de chinois qui s'arrêtera là. Je ne sais pas si c'est une rétorsion par rapport à la situation sanitaire en Chine, mais toujours est-il que ça s'est arrêté. Au moment où les collectivités se sont investies à fond pour réussir les intégrations des enfants dans les écoles post-confinement, et on a encore une chose nouvelle à mettre en place pour lundi. À ce moment-là, je trouve scandaleux, je le dis, que le ministère de l'Éducation nationale pénalise la qualité de l'enseignement dispensé dans les écoles de Cognac. Depuis le début, nous avons répondu présent et nous avons, à juste titre, loué les relations entre l'inspectrice de l'Éducation nationale et la mairie, et plus particulièrement l'adjointe en charge des écoles, Nathalie, et Karine Bernardo, qui est la technicienne, qui fait un boulot remarquable. Mais la décision vient d'en haut, de ceux qui ne vivent pas les réalités du terrain. La seconde mauvaise nouvelle, c'est bien sûr la suppression annoncée d'un four à Véralia, avec son corollaire de disparition de 80 emplois. Cela me rappelle un mauvais souvenir. Quand je parlais du monde d'avant, qui n'est pas vraiment différent du monde d'après, le mauvais souvenir, c'est Schneider Electric.
Quand je l'avais rencontré la première fois, le PDG de Verallia, j'avais eu le sentiment qu'il avait eu comme mission de réduire les effectifs, de réduire les fours. À l'époque, je l'avais dit au maire de Château-Bernard, il portait un discours supplémentaire, c'est que ce site était quand même plutôt en mouton noir, il y avait trop de syndicalistes, il y avait trop de revendications, et quelque part, ça nuisait à l'image du groupe. Que les salariés se défendent, il me semble que c'est prévu dans la Constitution de notre pays. Quelque temps plus tard, mon sentiment s'avère tristement exact. On peut faire le parallèle donc avec Schneider Electric, des groupes qui font des bénéfices. Ça ne se chiffre pas par dizaines de milliers d'euros. Qui préfèrent des usines ailleurs dans le monde, pour lesquelles les emplois ne sont qu'une variable d'ajustement, les territoires concernés sans intérêt et la marge de profit, l'alpha et l'oméga de leur politique. Mais de quoi d'autre pouvait-on s'attendre avec un fonds de pension américain? Et j'ajoute les menaces qui sont faites sur les organisations syndicales du groupe. Si vous bougez, nous fermerons le site. Le Covid n'aura pas changé le monde, mais pouvions-nous sérieusement penser autrement? J'espère juste que les promesses faites au personnel des hôpitaux et des établissements sanitaires seront tenues. Et je ne parle pas seulement de la revalorisation salariale, largement justifiée, mais aussi des moyens techniques, humains et financiers. Avec l'arrêt des fermetures de lits et de services, la fermeture de maternités par exemple, il en va de la sécurité sanitaire de notre pays. Et il serait cocasse, si le dossier n'était pas dramatique, de voir que l'on promet des dizaines de milliards pour faire face à la crise sociale et économique qui s'annonce, alors que l'on n'arrivait pas à trouver quelques dizaines de millions pour répondre aux demandes des personnels des hôpitaux. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Maintenant, on va reprendre le cours du Conseil municipal avec le premier rapport, le budget, puisque c'est la raison d'être essentielle de ce Conseil municipal avant les élections municipales. On ne pouvait décemment pas attendre que le nouveau maire soit installé. On avait repoussé, on n'avait pas prévu de voter ce budget parce que on était en mars et qu'on se disait que la nouvelle municipalité aurait le temps de préparer quelque chose. Voilà, ça n'a pas été le cas. Le Covid est passé par là. Donc, je donne la parole à Patrick. Alors, comme d'habitude, nous aurons un diaporama qui va défiler, qui va illustrer mes propos. Donc, nous allons commencer par faire un bref rappel de notre rapport d'orientation budgétaire que nous avions débattu au mois de février. Donc, nous étions partis sur des dépenses de fonctionnement, les charges à caractère général en augmentation de 0,5%. Les dépenses de personnel, maintien de la masse salariale hors création du centre de santé et y compris les mesures externes qui viennent s'imposer à la ville. Les subventions aux associations, maintien de l'enveloppe globale. Les dépenses d'équipement, 4 millions d'euros. Pour ce qui concerne les recettes, des loyers en augmentation de 1,5%, des tarifs municipaux maintenus, une fiscalité maintenue, pas de hausse de taux, des dotations à la baisse, la DSC moins 380 000 euros, la dotation globale de fonctionnement moins 80 000 euros et les cessions d'immobilisation 850 000 euros. Et pour les subventions d'investissement, un montant qui était prévu à 20% des dépenses d'équipement. Bon, bien évidemment, entre le mois de février et aujourd'hui, il y a eu l'événement qu'on connaît tous et qui a un impact sur notre projet de budget 2020, comme on va le voir et comme je vais le décrire à chaque poste impacté. Donc, nous allons commencer par les dépenses réelles de fonctionnement. Ces dépenses de fonctionnement s'élèvent à 23 748 000 euros. Je vous fais grâce des centaines. Hein. Pour ce qui concerne les fluides, 1 229 000 euros. Sur les fluides, l'impact du Covid a diminué la charge de dépenses de 37 500 euros du fait de l'arrêt du chauffage dans les écoles.
Pour ce qui concerne la DSP Théâtre, 748 900 euros. Pour les travaux en régie, 167 000 euros. Pour les frais généraux, 407 750 euros. Ces frais généraux comportent les assurances, les 2 DSP Golf et Port et des remboursements de frais à Grand Cognac. Pour ce qui concerne éducation jeunesse senior, 211 315 euros. Là également, il y a eu un impact Covid, moins 6 435 euros de charges pour le cépage, puisqu'il n'y avait pas eu d'intervention, moins 3 150 euros de moins pour les fournitures d'entretien, et moins 4 700 euros pour ce qui concerne l'alimentation dans les cantines. En ce qui concerne la vie associative et culturelle, 40 950 euros. Là également, impact Covid, moins 17 250 euros, puisqu'il n'y aura pas d'animation municipale dans les mois qui viennent, et moins 42 000 euros, puisqu'il n'y aura pas le feu d'artifice de la Croix-Montamet, et puisque les festivals ne sont pas conduits cette année, et on a des économies sur tout ce qui est sécurité. Pour ce qui concerne les services techniques, 770 920 euros. Là aussi, moins 4 000 euros de dépenses en moins pour ce qui concerne le nettoyage des locaux. Moins 10 500 euros en moins pour les fournitures de bâtiments communaux. Moins 7 000 euros pour ce qui concerne les nettoyages et la surveillance. Moins 5 000 euros pour ce qui concerne des fournitures, moins 2 700 euros pour ce qui concerne la collecte des déchets, et moins 12 000 euros pour ce qui concerne le carburant et les différentes pièces, puisque les véhicules n'ont pas tourné pendant le confinement. Pour les services supports, 344 750 euros. Alors là, par contre, l'impact Covid est positif, donc charge supplémentaire de 6 000 euros pour la mise en place du télétravail. Pour les services à la population, 143 865 euros. Dans ce chapitre-là, il y a un nouveau poste, qui est le contrôle du permis de louer pour 10 600 euros. Et là aussi, l'impact Covid est négatif, puisqu'on a une baisse de dépenses de moins 2 800 euros liés aux frais d'affranchissement qui ont été moindres. Pour le CHS, 124 700 euros. Là, l'impact il y a une charge supplémentaire liée au Covid, 94 700 euros, qui sont liés à l'achat des dispositifs de protection, les masques, les gels hydroalcooliques, les visières. Pour le poste taxes et assurances, 237 000 euros. En ce qui concerne les dépenses de personnel, 11 975 000 euros. Elles sont en augmentation de 229 000 euros par rapport à 2019, mais cette augmentation s'explique par l'intégration du centre de santé pour 255 000 euros, et également l'intégration d'Info 16 au budget ville pour 60 000 euros. Alors les éléments de variation sont les suivants. Mutuelle, plus 15 000 euros. La modification des taux de cotisation au centre de gestion, plus 54 900 euros, ce qui fait un total de variation négative de moins 77 000 euros. Donc, hors le centre de santé Info 16, les dépenses de personnel continuent à diminuer. Pour ce qui concerne le poste atténuation de produits, 345 000 euros, dont le FPIC pour 320 000 euros. Donc la part communale du FPIC cette année est en baisse suite à l'augmentation du coefficient d'intégration fiscale lié au transfert de compétences. Donc la part de l'agglo va monter et les parts communales vont diminuer. Pour les autres charges de gestion courante, 2 255 940 euros. Pour les subventions aux associations, 536 400 euros. Donc ces subventions sont en baisse de 367 000 euros, 184 précisément, par rapport à 2019. Alors il y a plusieurs villes, donc la subvention digitale pour les associations de commerçants du centre-ville
ces associations ont accepté d'abandonner la subvention, puisque la ville va faire un investissement d'un peu plus de 40 000 € et va prendre en charge la première année de fonctionnement de cette plateforme. Donc, abandon de la subvention des associations de commerçants pour 14 100 €. Et comme on l'a déjà évoqué, on va mettre au frigidaire 247 000 € d'associations, de subventions aux associations. Vous savez qu'on a attribué 50% du montant des associations. Le reliquat, nous allons le mettre en réserve en dépenses exceptionnelles, on va le voir plus tard, de telle sorte à permettre aux équipes qui vont nous succéder de juger en fonction, lorsque le bilan financier de l'impact Covid aura été réalisé, de juger de l'attribution de cette totalité de la totalité de cette somme ou d'une partie de cette somme aux associations concernées. Voilà, donc 247 000 €. Pour la contribution au CCAS, 620 640 €, donc elle est en augmentation par rapport à 2019 de 28 340 €. Bon, pour des raisons dont on se doute tous, impact de la crise sanitaire, augmentation des aides, baisse des loyers et d'un certain nombre de prestations à la résidence autonomie. Contribution à l'OGEC, 156 000 €. Contribution au GIP, la cuisine publique, 720 000 €. Donc une baisse de 71 000 € par rapport à 2019 suite à la fermeture des écoles pendant le confinement. Et pour ce qui est des autres dépenses, 199 900 €. Donc dans ces autres dépenses, il y a les indemnités des élus pour 164 900 € et des créances défectueuses pour 35 000 €. Pour ce qui concerne les charges financières, 780 000 €, donc une baisse de 14 €. Pour le virement à la section d'investissement, 2 49 977 €, très exactement. Voilà pour les dépenses. Nous allons passer maintenant au volet recettes. Donc le total des recettes de fonctionnement, 21 375 915 €. Donc dans ces recettes de fonctionnement, nous n'avons pas compris les aides probables, les aides gouvernementales suite aux mesures qui ont été prises sur les 750 millions d'euros. Donc on peut imaginer que la ville de Cognac sera éligible à ces aides. Donc ça, nous ne les avons pas bien sûr comprises dans ce budget. Ça viendra en supplément, en bonne surprise pour les mois qui viennent. Nous n'avons pas compris également l'aide aux communes en difficulté que l'on va solliciter à Grand Cognac. Donc en recettes de fonctionnement, les produits des services, 1 593 600 €, qui se décomposent de la manière suivante. Accueil périscolaire, 380 900 €, en diminution de 76 000 € du fait de l'impact Covid, diminution au niveau des cantines et des garderies. Remboursement du personnel GIP, 345 900 €. Les droits de stationnement, 265 000 €. Là, il y a eu un gros impact lié à la gratuité pendant la crise sanitaire de moins 83 000 € pour ce qui concerne les eurodateurs et les forfaits post-stationnement. Pour la patinoire, 8 000 €. Pour les consultations au centre de santé, donc là c'est un nouveau poste, 209 000 €. Et les autres remboursements de frais, 154 700 €. Pour ce qui concerne maintenant les impôts et taxes, la fiscalité locale, donc taxes d'habitation, taxes foncières, 11 369 135 €. Donc comme nous l'avions prévu aux orientations budgétaires, il n'y aura pas d'augmentation des taux de cotisation. Donc la TH reste à 9,80 000 € si l'on comprend la contribution exceptionnelle qu'on avait eu axée sur la CVAE l'an dernier.
Toutes choses égales par ailleurs, sans compter cette subvention, cette contribution exceptionnelle, elle est en baisse de 288 000 €. Pour ce qui concerne la fiscalité indirecte, donc il y a la taxe de la publicité extérieure pour 85 000 €, les droits de mutation 562 100 €, ils sont estimés à moins 77 900 € du fait du ralentissement des transactions pendant la crise sanitaire. Le Fonds national de garantie de ressources, 45 581 €. La taxe sur l'électricité, la taxe sur l'électricité, 362 000 €, moins 68 000 € par rapport à une situation normale, donc liée à l'impact sanitaire. Les droits de place, 58 300 €, moins 74 000 €. Donc ce sont les droits de place terrasse, droits de place, les devantures. C'était très peu. Oui, oui. Non, c'est 80 000 € et non pas... Oui, c'est vrai, c'est écrit 8 000. Oui, oui. Voilà. Alors, nous passons maintenant aux dotations et participations. 2 54 815 € précisément. Donc pour ce qui concerne la DGF, c'est-à-dire la dotation forfaitaire plus la dotation de solidarité urbaine plus la dotation de solidarité rurale, 1 565 820 € en baisse de 54 558 € par rapport à 2019. Les compensations fiscales, 346 100 €, ce sont les compensations concernant la réforme de la taxe professionnelle et les différentes exonérations de taxes foncières et taxes d'habitation. Pour les autres dotations, 142 894 €. Ça comprend les dotations CAF, le fonds de compensation de la TVA et la dotation pour le centre de santé pour 30 000 €. Les autres produits de gestion, 690 500 €. Les loyers, 549 000 €. Les locations de salles, 104 300 €. Et là aussi, bon, impact sanitaire, impact Covid, moins 115 000 €, puisqu'il y a eu des exonérations de loyers qu'on a vues d'ailleurs à la dernière commission des finances, et des fermetures de salles qui vont encore... Alors, pour le remboursement de capital, on peut constater en 2020 qu'il y a un ressaut dans les amortissements, ça aussi on l'avait évoqué en commission des finances, qui est lié à la progressivité des amortissements de la dette et à une durée plus courte d'un certain nombre de prêts. Et donc on a un pic d'amortissement en 2020 et un creux d'amortissement en 2021. Donc on va en reparler tout à l'heure parce qu'on va vous proposer un lissage concernant ce creux d'investissement. Alors, ce qui fait des dépenses d'investissement qui s'élèvent à 9 586 748. Pour ce qui concerne les recettes d'investissement, nous tablons sur des subventions et participations de 879 800 €. Dans ces subventions ne sont pas comprises la subvention concernant la place Martel, le DSIL, qui nous a attribué, qui nous est attribué et qui va représenter de mémoire 60%, je crois, de l'investissement. Et ne sont pas compris non plus les subventions concernant le centre de santé. Les produits de cession, 855 000 €. Donc il y a dans ces produits de cession la vente de la déchetterie d'à 785 200 € et le virement de la section de fonctionnement qu'on a vu plus haut de 2 49 977 €. Ce qui nous permettrait, en quelque sorte, un recours à l'emprunt de 1 962 634 €. Donc ça permettrait de continuer notre processus de désendettement pour l'exercice 2020 de moins 509 000 €. Donc maintenant, nous allons passer à l'équilibre budgétaire. Donc, tout d'abord, un focus sur l'effet crise. Donc, en dépenses, donc on a eu une diminution des dépenses de 124 830 €
liées au Covid. Par contre, une diminution des recettes de 541 600 €, ce qui fait un impact budgétaire de la crise de 416 770 € en négatif sur le budget de la ville. Donc, en épargne brute, nous avons une épargne brute de 1 782 375 €, qui est en baisse, c'est pas un bon signe, qui est en baisse de 423 000 € par rapport à 2019. Une épargne nette qui était prévue avant la crise, on l'avait évoqué lors du rapport d'orientation budgétaire, de moins 272 000 €, avec les événements que vous évoquez. Alors, nous avons, pour passer ce cap difficile et imprévu, nous avons déjà commencé à tracer 2 pistes qui pourront ou pas servir, mais je pense qu'elles serviront aux équipes suivantes. Donc un report d'amortissement donc de 2020 sur 2021, de telle sorte à lisser la charge des amortissements de l'emprunt sur les 2 années. Donc nous sommes en négociation avec les banques et nous avons des réponses positives des banques. Et également, donc, nous avons sollicité Grand Cognac pour l'aide aux communes en difficulté pour un montant de 150 000 €. Bon, je rappelle que l'an dernier, nous avions eu 100 000 € pour cette aide-là. Voilà ce dont nous avions donné les esquisses dans le cadre du rapport d'orientation budgétaire. La modification majeure, tu l'as dit, tu l'as expliqué et précisé, tient au Covid et à ses incidences pour la ville et pour notre budget. À ces incidences connues aujourd'hui et à celles qu'on peut supposer ou craindre pour après. Pour dire les choses franchement, le contexte, on pourra peut-être être amené, enfin, les suivants seront peut-être amenés à avoir un budget supplémentaire de besoins en aide sociale. Et ce qui est à peu près certain, c'est que 2021 sera assez terrible, avec toutes les personnes qui vont se retrouver en difficulté faute de fin de contrat, fin de travail, fin de commerce, et qui, inévitablement, auront besoin de la collectivité, que ce soit dans les compétences de la ville ou du département pour la partie sociale, des collectivités pour faire face à leurs charges de logement, à leurs charges de transport, à leurs charges de loyer, à leurs charges de fluide. Et donc, je pense qu'on est dans une situation quand même qui va se rendre de plus en plus compliquée, qui n'obère pas l'avenir et permettra à mon successeur de négocier avec les structures en attente au regard de l'évolution du dossier sanitaire, social et économique. Alors bien sûr, nous aurions pu augmenter les impôts, mais nous ne le ferons pas, et ce pour la 5e année consécutive. Tout d'abord, nous avions dit que nous ne le ferions pas jusqu'à la fin de notre mandat. Alors, nous tenons parole. Le mandat s'est un peu décalé dans le temps. Et par ailleurs, s'il est une année où il aurait été inconvenant et malvenu de les augmenter, c'est bien cette année. La crise sanitaire est suffisamment anxiogène, privatrice de ressources et d'emplois, pour que nous n'aggravions ici de remercier les services de la ville, et plus particulièrement les services techniques pour leur efficacité à répondre à un challenge compliqué, le fait d'arriver à ouvrir le centre en juin, alors qu'on nous expliquait que cela allait être très compliqué. Merci également aux collectivités qui nous accompagneront. Patrick l'a dit, Grand Cognac, c'est validé. La région, nous avons l'accord. Et pour le département, j'espère que nous aurons la réponse sans tarder. Sinon, je ne comprendrai pas ce qu'un candidat peut faire à valoriser son action sur un centre de santé pour lequel il ne participerait pas. Mais, tel Ducrot, je pense qu'il se décarcasse pour résoudre rapidement ce petit retard à l'allumage. Et pour ce qui est du fonctionnement, il va y avoir pour cette recette donner satisfaction à l'attente des cognacaises et des cognacés dans un budget résolument contraint. Voilà ce que je voulais dire. Maintenant, je donne la parole aux oppositions ou aux conseillers s'ils souhaitent intervenir. J'ai oublié. Alors Patrick. On peut discuter du budget principal, mais j'ai oublié de parler du budget annexe qui fait partie du même rapport. Oui, bah vas-y. Le fameux budget appuie sur ton micro. Parking en enclos.
Donc il va mourir de sa belle mort, puisqu'on n'a pas descendu les barrières après la crise sanitaire, donc on a dit beaucoup de choses. Michel, chers collègues, donc il s'agit ce soir effectivement du dernier conseil municipal de Michel Gourinchas et de son équipe. À cette occasion, et avant d'intervenir sur le budget, je souhaiterais saluer ton action, Michel, au cours de ces 12 dernières années au service de la ville de Cognac. Certes, tu le sais, nous ne sommes pas en accord sur un certain nombre de sujets de fond, mais il n'en reste pas moins que tu as toujours fait preuve de constance dans tes positions, de chaleur et de bien. On n'est pas complètement d'accord. Oui. Cette année 2020 est et restera, nous l'espérons tous, exceptionnelle. Exceptionnelle, effectivement, par l'ampleur de la crise sanitaire que nous avons traversée, en souhaitant que le plus gros soit maintenant derrière nous. Exceptionnelle aussi, comme tu l'as dit, par l'ampleur de la crise économique et sociale qui nous attend dans les mois à venir, qui va toucher tous les Cognacais, nos entreprises, nos commerces, nos associations. Alors, en ce qui concerne ce projet de budget, je me demande d'ailleurs si on a vraiment pris l'ampleur de cette situation exceptionnelle. Pour cette situation compliquée, avec des manifestations et des activités reportées, n'ont-elles pas justement besoin d'assurance et de visibilité en ce moment difficile et la garantie que ce complément de subvention leur sera bien versé? Et si ces montants sont finalement attribués, les versements n'arriveront-ils pas trop tard pour ces associations? Pour le tissu économique ensuite, donc le niveau d'investissement est certes remonté à 1 pour enfin exécuter ces opérations d'investissement reportées. Pour nos commerces, enfin, si on peut saluer l'initiative de la plateforme Click and Collect pour favoriser le développement du commerce en ligne donc de nos boutiques locales, a-t-on vraiment fait tout ce qui est possible pour relancer la consommation? Alors l'idée des bons d'achat de 50 € à dépenser dans nos commerces en fait tousser plus d'un. Mais ne serait-ce pas une initiative intéressante à tester sur un délai déterminé pour refaire venir du monde dans les magasins de Cognac les plus fortement pénalisés par le confinement? En ce qui concerne l'impact sur les niveaux d'épargne brute et nette, qui reste préoccupant, comme tu l'as dit, je le considère comme ça, de la démission de la présidence de Grand Cognac. Alors certes, 2 éléments positifs sont à noter dans ce budget. Donc les taux d'imposition, effectivement, qui restent stables, comme vous vous y étiez engagé, et le niveau de la dette annoncée, qui est en recul, donc qui passe de 27,3 millions d'euros à 26,8 millions d'euros. Michel, tu sais à quel point j'appelle à ce désendettement depuis plusieurs années, à chaque intervention budgétaire. Je n'ai pas changé non plus d'idée là-dessus. Mais il faut quand même souligner que ce désendettement, il provient d'une part des cessions de bâtiments que nous allons faire cette année. Il y a 855 000 € de cessions qui sont inscrites à ce budget. Et d'autre part, je me demande davantage, innover davantage. Je laisserai le soin à ceux qui nous succéderont d'innover, de tester. Isabelle, vous dire quelque chose? Non, je répondrai aux deux. Je vais faire une union des oppositions. Monsieur le maire, chers collègues, budget de crise, mais pour reprendre une formule d'actualité, la Covid-19 à bon dos. Désengagement de l'État, baisse de la DGF de 80 000 €, baisse de la DSC de 380 000 € participent aux contraintes de ce nouveau budget. Même si c'est à l'État qu'incombe le dossier de la santé, j'ai approuvé le centre municipal de santé et le salariat des médecins. Je comprends très bien que ces dépenses augmentent considérablement l'endettement qui passe de 12 à 15, et les charges de personnel qui passent de 53 à 59 %. La mauvaise foi des conseillères départementales, le manque d'action. Je salue votre décision d'armement de la police municipale et la mise en place de caméras de vidéoprotection.
Le Rassemblement pour Cognac l'avait préconisé en 2014. Vous l'avez fait, merci. Je voudrais juste faire remarquer qu'aucun élu n'a renoncé à ses indemnités durant cette période de crise sanitaire et que l'enveloppe reste donc à 164 000 €. D'autres élus l'ont fait dans d'autres communes. J'ai été la seule à voter contre cette agglomération, celle dans laquelle nous n'avions plus de représentants, celle qui prend les décisions pour nous, celle à qui nous devons maintenant mendier une aide destinée aux communes pauvres et en difficulté, sans garantie aucune qu'elle nous soit attribuée. Je ne suis pas favorable au déménagement de l'Office du tourisme, de la bibliothèque, des travaux engendrés par ces déménagements à charge de la commune et tout ce qui participe au jeu de chaises musicales organisé par le Grand Cognac. Et que dire des factures fantaisistes, comme celle des 3 000 € au bénéfice de saltimbanques chargées de distraire le bon peuple de Croix pendant le confinement? Facture fantaisiste de 120 000 € des barrières du parking de la salle verte. Je voterai contre ce budget, même si je sais qu'à l'avenir, il sera suivi de nombreuses décisions modificatives. Merci. Merci Isabelle. J'ai vu que Jean-François avait levé le doigt. Pour l'opposition Orange. Au terme de ces 12 années et au-delà de la divergence politique du dernier semestre, je tiens à dire ma satisfaction d'avoir appartenu à cette majorité, au bilan globalement positif, comme on disait autrefois, même si la démarche écologique n'a pas toujours été au rendez-vous selon mes vues. J'ajoute que j'ai apprécié l'ambiance de camaraderie entre nous tous et le fait que j'y ai noué de solides amitiés qui perdureront au-delà. Voilà, je tenais à le dire. Merci Jean-François. Au propos d'Émilie. Oui, pas très long. C'est vrai que ce que tu dis, Émilie, c'est une bonne question. On aurait pu, effectivement, pour cet exercice, dire on charge la dette. On n'a pas voulu le faire. On n'a pas voulu le faire parce qu'on n'a pas voulu engager un endettement supplémentaire par rapport à nos successeurs. On a suffisamment débattu du niveau d'endettement. Bon, on considère qu'on a pris une dette à 30 millions, on va la remettre à 27 millions. Bon, voilà, on n'a pas voulu inverser la courbe. Les suivants feront. Il y aura des décisions modificatives, comme l'évoquait Madame Lassalle. Bon. Après, sur l'aide au commerce, bon, on a aidé quand même, autant que faire se peut, les commerces par des exemptions de droits de terrasse. Là, on a des demandes sur des extensions de superficie de terrasse, investissement à la clé. Pour lesquels on n'avait pas voté de budget parce que ce n'était pas dans les contrats d'objectifs. Je le redis, on l'a gelé. On les a pas supprimés. On les a mises de côté. Et j'écoute ce que disent les candidats. Ils veulent tous donner au moins autant aux associations qu'il y a aujourd'hui. Donc, je pense que les associations n'ont pas de grande crainte à avoir. Moi, je voulais juste, j'ai voulu faire une différence entre les associations à caractère social et solidaire, parce que dans ce moment, tenu le langage de vérité, la situation de la ville. Je rappelle qu'on est toujours en situation d'alerte. On n'est pas non plus dans une situation mirobolante. Hein. Donc on est redevable et comptable des deniers publics. Donc il faut qu'on fasse attention à ce qu'on fait. Il y en a qui comprennent. Il y en a qui sont très facilitateurs dans le fait que ils peuvent aider d'autres associations, par exemple. J'ai entendu le directeur du théâtre dire des choses très positives dans cette période. Ça fait chaud au cœur de savoir que les gens prennent en compte l'intérêt de la ville d'une façon générale, et pas seulement, ils ne se regardent pas le nombril pour ne penser qu'à leur association. Je tiens à le dire. Ensuite, concernant... on a eu une discussion aujourd'hui qui était extrêmement importante, qui rejoint un petit peu ce qui a pu être dit sur jusqu'où on va. Quel est le périmètre? L'agglomération était prête à financer à 100% le projet, à condition que l'on ouvre à toutes les communes de l'agglo, donc pas seulement ce qui avait été initialement évoqué à Jarnac, à Châteauneuf et à Segonzac, mais à toutes les communes, et ça voulait dire à Château-Bernard, et donc à la zone de Château-Bernard. Donc notre volonté d'investir
d'aider les commerçants. La ville va le prendre en charge intégralement pour un coût réel, mais négocier avec l'association des commerçants et les associations de commerçants, et comme l'a dit Patrick, ils sont prêts à laisser leur subvention d'animation de l'année, de la fin de l'année sur la table pour un dispositif qui est reconnu comme quelque chose de positif là où il existe. Ils nous ont cité la ville du Puy, alors je n'ai pas souvenir que la ville du Puy soit une ville de gauche, donc voilà. Hein, voilà, ils nous ont cité l'exemple de la ville. On a cité l'exemple de la ville du Puy. On a travaillé, et c'est moi je salue le boulot qu'a fait Sébastien Garnier avec les associations pour mettre du lien et pour on essaye de baisser l'endettement. Et ben, il y a un moment, on est un peu dans la quadrature du cercle. Si on augmente l'investissement, ça veut dire que ça accroît le coût, donc ça accroît la dette. Alors certes, on a bien compris que les États étaient en train de se contrefier. Le pays est en train de dire plus 20% d'endettement. Mais bon, ils ont une chance, ils peuvent faire un budget en déséquilibre. Hein, je rappelle, donc il y a des choses qui sont un peu possibles. Patrick, sur le... Oui, sur les restes réalisés, donc il y a deux gros morceaux. Alors je me tourne vers Bruno qui donnera le site de l'ancien hôpital. Donc ça devrait nous bloquer jusqu'à la fin de l'année, mais on a reçu l'autorisation exceptionnelle de faire les voiries les plus urgentes, celles notamment de la résidence Habitat Jeune. Après, il y a le secteur Vigerie, donc l'aménagement de la nouvelle rue de la Vigerie, en remplacement de celle qui longe les établissements Martel, et la réalisation des parkings. Et là aussi, donc, on espère pouvoir débloquer la situation, mais l'architecte des Bâtiments de France n'était pas satisfaite également l'aménagement du site des anciens chez Martel du boulevard de Paris, qui vont servir de stockage pour les services techniques et qui vont accueillir les espaces verts. Et les démolitions ont commencé. Je crois que c'est Bruno, dans la semaine, là, viennent de commencer les démolitions. Elles sont en cours, là. Alors, en réponse à ce qu'a dit Isabelle, je donne la parole à Jérôme tout à l'heure, mais j'ai noté deux choses là sur les indemnités des élus. Voilà. Par contre, les suivants, bon, ça aurait du sens effectivement de faire un budget annexe dans cette situation-là, oui. Alors, le vote des taux, fiscalité directe. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ces taux sont inchangés. Donc, nous avons à nous prononcer sur deux taux, puisque le taux de taxe d'habitation, de toute manière, on n'a plus le droit d'y toucher, contrairement à ce que prétendait une candidate, d'ailleurs, qui n'est plus au deuxième tour, mais pas vous, hein, une autre. La taxe d'habitation est figée. Donc, on doit voter la taxe foncière, qui ne change pas, à 26,37%. Et la taxe sur le foncier non bâti à 71,79%. Voilà. Monsieur le maire. Moi, je le soumets aux voix. Personne n'est pour l'augmentation des taux, donc... Des votes contre, des abstentions, je vous remercie. Des modifications du programme d'APCP et également la création d'un nouveau programme. Donc, je vais commencer par la création de ce nouveau programme. Donc, c'est la création d'une autorisation de programme entrée de ville, avenue Paul Firino-Martel. Donc, vous le savez, je l'ai rappelé tout à l'heure que nous avions fait une demande de soutien DSIL pour la réhabilitation de la place Martel. Donc, cette demande a été acceptée donc, pour un montant de 495 000 € qui correspond à 60% de l'investissement. Donc, on vous propose donc cette création d'autorisation de programme pour 50 000 € en 2020, 332 000 € en 2021, 273 000 € en 2022 et 337 000 € en 2023, pour un total de 992 000 €. Donc, c'est la partie Place Martel plus l'avenue Firino-Martel. Ensuite, il y a des modifications dans les crédits de paiement. Donc,
Les nouveaux crédits de paiement pour la voirie sont diminués de 50 000 € parce qu'il y a eu des travaux en régie. L'agenda d'accessibilité programmé passe de 100 000 € à 63 000 €, mais ensuite le delta est reporté jusqu'en 2024. Le plan particulier de mise en sûreté des écoles passe de 40 000 € à 20 000 €, mais les 20 000 € manquants sont reportés à 2021. Et la vidéoprotection passe de 116 000 € à 60 000 € pour cette première phase. Et le report se fait sur 2021 pour un montant de 238 937 €. Voilà. Une seule remarque, bien sûr, c'est sur sur la PCP, sur la place Martel et ses abords, sur l'aménagement de la place Martel et ses abords, puisque bon, effectivement, quand on avait fait passer la demande de subvention en conseil municipal, on avait cru comprendre qu'il pourrait y avoir peut-être une réallocation, on va dire, enfin réaffectation de cette subvention, peut-être sur un autre projet que celui-là. De ce que je comprends de nos discussions en commission l'autre jour, en commission finances, ce n'est pas vraiment possible. Alors bon, je pense que l'intérêt de l'opération reste très fort puisqu'on a une subvention qui représente 60% du montant des travaux, ce qui est extrêmement rare. Donc je pense qu'il ne faut effectivement pas louper le coche et il faut y aller, tout à fait. Mais voilà, mais là où on pensait qu'on avait de la latitude, finalement, on n'en a peut-être pas tant que ça. Je crois qu'il faut en être tous bien conscients, quoi. Voilà. Qui mérite des travaux. C'est un axe important pour la ville de Cognac. Et ça règle plusieurs problèmes, dont un qui est l'évacuation des eaux pluviales. Parce que quand il pleut très fort, il y a des endroits où c'est difficile pour les gens qui y habitent. Plus l'effacement des réseaux, plus sans doute repenser le stationnement, plus sécuriser les piétons. Enfin voilà, il y a plusieurs choses. Isabelle. Je vais l'approuver tel qu'il est là, en sachant qu'effectivement, il pourrait y avoir des modifications d'organisation dans le plan qui a été fait là. Mais bon, je l'approuve tel qu'il est présenté. Merci. Donc, j'ai pas fait voter, donc je vais voter des contre, des abstentions. Donc, il est adopté. Je vous en remercie. Rapport suivant, Marianne. Je vais vous la faire courte, je ne vais pas vous lire le rapport. C'est la deuxième partie du vote de la subvention qui concerne la ZERC. Michel l'a dit, on a souhaité maintenir les montants de subvention à l'identique de l'année dernière. La petite différence, c'est qu'on avait un agent qui était mis à disposition l'année dernière, notamment sur l'accueil de la MTL. Cet agent a réintégré la collectivité. Donc en fait, la différence sur la subvention se fait sur l'arrêt de cette mise à disposition et de subvention compensatoire. Donc nous avions en fait voté une avance de subvention de 110 000 € le 6 février. Et donc là, il vous est proposé par l'avenant. Je précise à Florence que l'avenant pourra être signé a priori par la direction qui a quand même des compétences relativement élargies. Pour un montant de 119 975 € est à décider par le conseil municipal. Je profite de ce rapport pour vous dire aussi un peu l'émotion qui est la mienne de participer, comme Jérôme, par choix, à mon dernier conseil municipal ce soir. Quant à moi, si je dois retenir 2 projets ou 3, ça sera peut-être tout le lien qu'on a mis dans la vie associative cognaçaise, sociale et tout le travail notamment qu'on a fait avec la ZERC. Et je vous le dis, je ne compte pas rester spectatrice demain et je compte bien d'une autre manière continuer à accompagner les associations qui pourront en avoir besoin. Et j'en ai été largement sollicitée sur ces sujets-là. Et je retiendrai le centre de santé, comme Michel, que j'ai quand même porté depuis le départ et appelé de mes voeux dans un moment où peu de gens étaient convaincus. Et aussi le projet LENA qui arrive à la résidence de Raymond, qui est un vrai projet d'innovation sociale dont on peut être particulièrement fier à Cognac. Ces 12 années de mandat, ça représente pour ma part un tiers de ma vie. Je suis pas très vieille, donc je suis arrivée, j'avais 24 ans, je pars à 38 ans, c'est à peu près 30% de mon existence. C'est aussi la naissance de mes 2 enfants. Ne vous inquiétez pas, par contre, ce n'est pas parce que je quitte le conseil municipal de Cognac que je compte bien quitter définitivement la vie politique. Je pense que l'avenir pourra me donner l'occasion de vous retrouver dans d'autres circonstances. Et je remercie Michel pour sa confiance.
Je suis là. Pas voter le rapport, il faut que la ZERC puisse avoir son argent. C'est important. Oui, c'est pour ça que je suis heureux de terminer mon mandat d'élu sur ces dossiers de label Villard d'Histoire. Une belle réussite. Un joyau qui travaille depuis 2012 en connivence avec les populations, avec les Cognacaises et les Cognacais, qui va jusqu'au niveau de l'intime et de l'attachement profond au patrimoine. J'espère que les prochaines équipes municipales comprendront ce lien très fort entre les populations cognacaises et Ville d'Art et d'Histoire. Aussi, j'espère que l'équipe qui me succédera saura garder cette ville d'art et d'histoire dans son état actuel et pour éviter de se fracasser dans un pays d'art et d'histoire où la ville sera perdante, assurément. Donc c'est un souhait, je n'aurai plus le pouvoir, mais c'est une chose que je tenais à dire avant de partir. 2 subventions pour terminer sont demandées. Une première subvention, on les fait toutes les deux en même temps, Michel? Oui. Une première subvention à la DRAC, comme d'habitude, de 16 000 €, qui aura pour objet d'aider au fonctionnement, aussi d'aider à l'édition d'un petit livret sur les châteaux du Cognac, toutes ces maisons bourgeoises qui ont été mises en place au XIXe siècle, et aussi une très très belle exposition qui s'appelle Portes ouvertes et sur laquelle les divers artistes de la région travailleront sur les portes de Cognac, les portes Saint-Jacques. Donc une première subvention de 16 000 € à la DRAC et une... Oui. Et une deuxième subvention, 4 fois moins forte, mais nécessaire quand même, à la région Nouvelle-Aquitaine, à subvention à hauteur de 4 000 €. Donc voilà, je vous serai gré de bien vouloir en délibérer, et bien sûr tout le monde va accepter cette subvention. Avant qu'on ne vote à l'unanimité, sans doute, cette demande de subvention... Émilie, tu as tout à l'heure remercié Michel. Moi, je voudrais sincèrement remercier Gérard de toutes ces années passées à la tête du patrimoine et de la culture à Cognac. Sincèrement, Gérard, dans mon parcours d'étudiant, tu m'as apporté beaucoup. Moi qui, comme toi, étais un passionné de l'histoire de Cognac, tu m'as vraiment mis le pied à l'étrier dans mon métier d'enseignant, dans mes études comme historien pour l'histoire de Cognac. On partage tous les deux cette même passion et ta proposition effectivement que le service Ville d'Art et d'Histoire reste en priorité au service de tous les Cognacais, bien évidemment c'est quelque chose que je partage avec toi, tout comme ton attachement au patrimoine et aux archives de Cognac. Donc merci pour toutes ces années que tu as consacrées avec beaucoup de discrétion, mais aussi beaucoup d'efficacité. J'en suis assez ému pour Cognac et pour son histoire. Merci Gérard. C'est un sujet un peu moins noble. On va parler du frelon asiatique. Donc ce rapport vous propose de prolonger la participation de la ville à la destruction des nids de frelons asiatiques
dans la limite d'un plafond de 50 €. 2018, on avait 10 dossiers pour 447,50 €. 2019, 16 dossiers pour 895 €. Voilà. Bon. Il n'y a pas de remarques non. Tant pis pour les frelons. Sujet-là pour compléter un peu. Alors, pendant longtemps, on n'avait plus de personnes qui détruisaient les nids. C'était un vrai problème parce que on avait même été mis en contact avec les pompiers. C'était assez compliqué de trouver des intervenants. Je tiens à préciser maintenant qu'Isabelle Garnier, que vous connaissez, qui est l'apicultrice qui intervient sur le toit des poulets ruches du musée, a l'agrément pour aller chercher les nids de frelons asiatiques. C'est une information à faire passer parce que je sais que très régulièrement je l'ai donné ces derniers temps. Parce que là on est en pleine période où les rennes commencent à faire les nids et il faut les détruire, c'est maintenant. Donc voilà, n'hésitez pas à contacter Isabelle, elle se fera un plaisir de détruire ces nids. Fouilles archéologiques, voilà. Bien évidemment. Non, c'est encore à toi. C'est à moi. Les fouilles archéologiques. Ouais. Donc c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Oui, non, mais ouais. Donc la Direction régionale des affaires culturelles a décidé de prescrire un diagnostic d'archéologie préventive sur le site de l'ancien hôpital et sur les terrains de Véralia. Donc cette délibération vous présente une convention avec l'INRAP qui sera chargé de la réalisation de ces fouilles et l'aménageur, c'est-à-dire la ville. Voilà. Eh ben, donc vous avez tous lu la convention, vous avez des choses à dire ou pas? Je ne sais pas. Il n'y a pas de remarques, il n'y a pas de vote contre, il n'y a pas d'abstention. Je vous en remercie. Allez. Oui. Alors, comme tout le monde a remercié tout le monde et avec des grandes preuves d'amour, je ne dirai rien. Mais on m'avait exilé à l'extrême droite, à côté d'Isabelle Lassalle. Et bon, finalement, j'ai accepté d'être le pare-feu entre une des droites et l'extrême droite. Un pare-feu poreux, finalement. Et je trouve que c'était une bonne soirée pour ce sujet-là. Claude, tant que tu finis pas tiraillé comme un des candidats aux élections entre rejoindre la droite ou l'extrême droite, moi ça me rassure. Oui, alors, mes interventions... Bien. Donc, il s'agit d'un rapport technique sur la qualité de l'acheteur d'un bien qui nous appartenait ou qui nous appartient encore, rue des Gabariers, qui devait être acheté par la SAS de Fussigny, et comme la globalité du foncier immobilier appartient à une SCI, qui s'appelle la SCI des Gabariers, c'est elle qui est le signataire de l'acte auprès de Maître David, notaire à Cognac, pour la même somme et pour le même objet que nous avions, que celui dont sur lequel nous nous étions prononcés favorablement le 18 décembre 2019. Voilà, donc je vous propose de décider de vendre l'ensemble immobilier à cette SCI des Gabariers. Alors un rapport sur table qui est la cession d'un bâtiment situé rue 5 avenue d'Angoulême à Château-Bernard. Vous savez, il s'agit de l'ancien club house du club de football de l'UA Cognac. Donc la ville de Cognac est propriétaire d'un bâtiment situé 5 avenue d'Angoulême à Château-Bernard, anciennement à usage du club house. Depuis le déplacement du club de foot sur le site de Claude Bouet, la vente du terrain pour la construction du cinéma, la ville a décidé de vendre ce bien. Donc il y a eu plusieurs propositions, enfin de fait il y a eu plusieurs projets. Un projet tertiaire de bureau qui n'a pas donné suite,
un projet de l'association des Glamots pour un centre de rééducation qui nous a tenus un peu en haleine pendant pratiquement une année pour finalement se désister, ne pas donner suite. Nous avions de nous-mêmes sollicité le cinéma, le nouveau cinéma, parce que nous pensions que c'était une issue possible pour des commodités de circulation. Ils ne se sont pas montrés intéressés. Puis on avait pensé aussi que ça pouvait intéresser comme annexe l'hôtel qui est en vis-à-vis du Passiflore, et ça ne les a pas intéressés. Nous avons eu des propositions de particuliers, une première à 60 000 € que nous avons refusée, une deuxième à 90 000 € que nous avons refusée, et c'est ce dernier candidat qui a fait une nouvelle offre à hauteur de 100 000 €. Bon, pour rien de vous cacher, l'estimé des domaines qui date un peu et de novembre 2018 était à 114 000 €, ce qui fait, avec la marge de manœuvre, à un prix de vente qui pourrait être de 102 600 €. C'est un bien qui commence à avoir de l'âge, qui n'a pas très bien vécu sur ces derniers mois, années, donc il est intéressant de le vendre. Donc on va passer cette délibération, mais je suis heureux parce que quand on voit qu'un certain nombre de nos concitoyens font des investissements, qui au Maroc, qui au Portugal pour je ne sais quel justificatif fiscal, mais qui reviennent se faire soigner quand même à l'hôpital de Cognac. Là, je suis heureux que ce soit un migrant qui se porte acquéreur. C'est effectivement quelqu'un qui vient de Merpin et qui va intégrer Cognac. C'est quand même une très bonne nouvelle pour notre territoire. Donc, je vous propose la vente du terrain cadastré AN 159 pour la somme de 100 000 € et qui s'ajoutera bien évidemment aux 850 000 € de cession immobilière. Juste une question, Claude, par courtoisie, est-ce qu'on a consulté la commune de Châteaubernard pour savoir si elle était acquéreuse ou si elle avait un avis sur l'acquéreur? Oui, la commune de Châteaubernard a été consultée de fait puisqu'elle est sur son territoire. Voilà. Donc il n'y a pas eu d'écho autre que celui-ci. Bon, moi, je remercie beaucoup des salariés de la mairie. Et pendant 6 ans, Philippe et son équipe, ils ont été formidables et de nous accompagnés. Bon, des élus, nous, bon, il n'y en a pas de remerciement parce qu'on était élus pour ça, pour les cognacés, mais on avait un service et la mairie qui sont été compétentes et ils sont été tout le temps là de nous accompagner. Franchement, moi, je les remercie beaucoup, Philippe et son équipe. Pendant 6 ans là, il n'y a rien à dire. Merci Philippe et toi et ton équipe. Merci. Le dernier, je vous rassure. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, chers collègues, à l'issue du dernier conseil municipal de cette mandature, je voudrais vous dire quelques mots. Je remercie sincèrement les Cognaçais qui m'ont accordé leur confiance et m'ont permis de siéger 6 ans. Je remercie également les services, leur disponibilité, leur compétence, leur gentillesse. J'ai eu à cœur d'assurer mon mandat avec honnêteté, franchise et passion, et tout en servant les citoyens, j'ai beaucoup appris. Mon assiduité aux commissions m'a permis d'acquérir des connaissances et de participer activement à la vie municipale, sur le devant de la scène, mais surtout en coulisses, contrairement à d'autres. Eh bien, monsieur le maire, bien que, monsieur le maire, nous ne partagions pas les mêmes points de vue, que nous n'avons assurément pas les mêmes priorités, j'ai été une opposante municipale constructive, une adversaire politique, soit, comme il est normal dans le cadre d'une démocratie, mais je ne suis pas votre ennemi, contrairement à ce que vous avez affirmé. J'ai approuvé certaines de vos décisions, Action Cœur de Ville ou création du centre de santé. Je me suis opposé et désapprouvé d'autres de vos décisions, l'agglo, le complexe aquatique, l'accueil des migrants. Certains d'entre vous n'ont eu que du mépris à mon égard, pensant que l'on peut se draper de vertu républicaine en insultant ses opposants sortis comme eux des urnes.
Que chacun se rappelle quels sont les piliers de la démocratie et que ma place était légitime et que je représentais une partie de la population, une partie des citoyens, ni plus ni moins qu'eux-mêmes. L'élection n'est pas un chèque en blanc, chacun devra rendre des comptes devant les citoyens et le futur. Aujourd'hui, les Cognaçais, pour autant ceux qui ont pris le risque de se déplacer pour aller voter, en ont décidé autrement. Je respecte le choix des urnes parce que j'ai un profond respect pour la démocratie. Je regrette bien sûr de ne pouvoir continuer ma mission, mais si je ne siège plus, j'éprouve aussi un profond soulagement à voir que d'autres n'en siégeront plus non plus. Les problèmes restent, la réalité de la situation, de notre patrie, de notre ville, nous rattrape à grands pas. Aussi, je vous dis donc ce soir au revoir, mais je ne vous dis pas adieu. Ah, vous avez quand même brillé par le choix de vos colistiers, qui ont brillé, eux, par leur présence. Mais comme vous... Le plus beau choix que vous ayez fait. Au Conseil d'aménagement du territoire, où on ne vous a jamais vu non plus. Je pense qu'on va... Toujours la paille dans son voisin, mais jamais la poutre. Je pense qu'on va arrêter. C'était le Conseil... je préfère retenir le Conseil de février à celui-ci. Mais bon, la campagne était triste en février, elle devient animée en mars. Moi, je vous l'ai dit une fois, on s'est rencontrés. Moi, c'est pas un problème de personne, c'est un problème d'idées. Ce que je combats, c'est les idées que vous portez. Vous, quand je vous croiserai dans la rue, je vous dirai bonjour. Voilà. Simplement, je retiens une mauvaise image de vous, je le dis. C'est le jour du décès de Simone Veil, où vous avez fait paraître la photo d'un fœtus, et je trouve que ça, c'est pas acceptable. Voilà. Je le dis, et le conseil municipal est levé. Trop tard. C'est trop tard.